Alors ce soir, on vous a proposé un lieu d'exception pour magnifier le discours, magnifier le verbe, la salle Rabelais. Dans cette époque où parfois on accuse la jeunesse de ne pas savoir s'exprimer, aujourd'hui ces participants vont vous montrer l'inverse. Ils vont vous montrer qu'ils savent s'exprimer, qu'ils ont des convictions, qu'elles sont peut-être différentes les unes des autres parce que vous verrez des discours qui sont bien différents, des discours qui mobilisent des enjeux de la société, notamment deux thèmes, le droit des peuples autochtones et le droit de l'environnement. Vous verrez à quel point la jeunesse est diverse dans ses idées, diverse dans sa parole, diverse dans son expression. Vous verrez la plus belle image de la jeunesse. Ils vont s'exprimer, défendre leurs convictions, ils n'ont pas peur, ils n'ont pas de crainte quant à ce qu'ils vont dire. Ils sont passionnés, fougueux parce que les idées le valent bien et au final, cette jeunesse le vaut bien aussi. Le but de cet événement est de tout simplement conjuguer l'art oratoire avec les deux thèmes précités. Les participants ont été libres de choisir la forme de leur prise de parole. Ainsi, vous ne pouvez vous attendre qu'à une chose, être surpris. Mesdames, messieurs, ce soir ils sont chauds, ce soir ils sont bouillants. Notre première oratrice, elle s'accuse, pire, elle vous accuse de foncer droit dans le mur. Mesdames et messieurs, Sekiu Sarah. Je fonce dans le mur. Fil de gauche, appel de phare. Aucune pensée pour les panneaux de signalisation à ma droite. Je fonce dans le mur. 19 check-in annuels dans différents aéroports. Ma robe vient d'un autre continent. Mon déjeuner et le vôtre, probablement, ont voyagé plus que nous tous réunis. La descente est brutale, inévitable, incontournable, fatale. Mais pas de panique, attention, jusqu'à en croire les gouvernements, tout ira bien. Face à cet optimisme, candide et flatté, Voltaire révolté. Le grand slogan, la technologie à la rescousse de l'environnement. Des campagnes de culpabilisation. Fermez l'eau du robinet en vous brossant les dents. Ne vous chauffez pas trop l'hiver, mangez bio. Et le fameux « tous ensemble, œuvrons pour l'environnement ». Parce que oui, messieurs, dames, il vous faut savoir que le problème de la crise climatique réside uniquement dans l'effet que vous osez laisser l'eau couler un peu trop longtemps. Vous n'effacez pas l'ensemble de vos mails parasites une fois les avoir lus. Ou encore, et comment osez-vous allumer la clim lorsque les températures augmentent, même pour quelques secondes? J'ai des mensonges tellement beaux, tu voudras plus jamais croire la vérité. J'ai des excuses tellement belles, tu voudras que je te trahisse pour les écouter. Orelsan disait de Mouret. Et moi la première. J'ai cru pouvoir faire quelque chose. Je me suis engagée dans un master de droit de l'environnement pour être, comme on m'a dit, le changement que je voulais voir dans ce monde. J'ai cru avoir trouvé la pédale de frein, faire changer le monde de l'intérieur. Sous l'emprise d'une motivation quasi divine, me voilà devenue Ulysse, qui, défiant la Providence, réussit tant bien que mal à rejoindre Ithaque. Je pensais, naïvement, que mes actions allaient pouvoir faire changer des décennies d'abus mondiaux, des décennies d'extraction pétrolière, de surproduction, des dizaines de millions d'avions qui, comme le soleil, se lèvent à l'est pour se coucher à l'ouest. Ce que je pensais être un frein était en fait l'embrayage. Je n'accélérais plus, non. Mais la voiture était toujours en mouvement, en roue libre, et le mur se rapprochait dangereusement. Alors à quoi bon? Depuis les années 70, on nous dit qu'il faut protéger Mère Nature. Des grassroots movements, au hippie, en passant par Nuit debout ou plus récemment la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, le peuple s'est attelé à défendre les intérêts de la planète. Je ne compte plus le nombre de voitures électriques que je vois passer chaque matin en route pour l'université, ou le nombre de proches qui se refusent des trajets long courriers épris d'une grande culpabilité. Alors vraiment, mais vraiment du plus profond du cœur, merci, merci pour les leçons de morale. Promis, nous ferons plus attention. Mais petite question, est-ce qu'à notre tour, nous pouvons oser blâmer la France?
Pourquoi? La France qui, ironiquement, n'a pas ratifié l'ensemble des dispositions qui ont été signées sur son sol, à Paris, en 2016. Peut-être le décalage horaire. Est-ce qu'à notre tour, nous pouvons remettre en cause l'effectivité du droit de l'environnement? Parce que l'environnement a un droit, mais que lorsqu'il sert l'homme, bien évidemment. Genève a la Cour pénale internationale, cette grosse instance. Kyoto, grande conférence, grand protocole pour l'environnement, a quant à elle... Attendez, je suis peut-être un peu perdue. Ah non, voilà, c'est bien ça. Kyoto a des promesses et la force symbolique. Alors, monsieur le président Jacques Chirac, si notre maison brûle, on n'aura qu'à alimenter le feu avec les dizaines de milliers de pages qui composent les conférences, les protocoles, les conventions dédiées à tirer la sonnette d'alarme. Mais il faudrait peut-être leur dire que on n'arrête pas un feu avec des serrages de mains devant les caméras, des beaux sourires. Et encore moins une hémorragie avec la promesse, attention, résolue, de mettre une compresse. Mais plus tard, vous comprenez, on a d'autres intérêts à en prendre en jeu. De Rio en 1979 à la COP 29, qui va se dérouler prochainement, les gouvernements ont beaucoup parlé. Comme moi, doivent-ils aimer l'art de l'éloquence? Ils doivent aimer s'entendre dire des banalités à coups de tournures faussement intelligentes. Il faut un cap clair. L'état d'urgence climatique nous oblige, nous engage à l'action. Nous devons agir tous ensemble, mais pas les industries, pour sauver l'environnement. Alors ça, c'était il y a un demi-siècle. Depuis, évidemment, les têtes ont changé. Il était temps. Mais les mêmes excuses résonnent entre les murs. Plus sérieusement, 6 sur 9. Non, ce n'est pas une note que j'ai eue impartielle. C'est le ratio des limites planétaires que nous avons dépensé. Plus 1,54 degrés depuis l'ère pré-industrielle. Alors oui, il fait froid, mais par pitié, je vous en conjure, ne confondez pas climat et météo. Il y a des pluies acides, des peuples entiers délocalisés. Mais si tout ira pour le mieux, si tout est sous contrôle, alors il faudrait peut-être prévenir le gouvernement de Kiribati. Il n'est peut-être pas au courant, étant donné que ça fait des années qu'il s'engage à acheter des terres sur les îles Fidji. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que la montée des eaux les menace à la disparition. Mais peut-être qu'on va pouvoir les sauver après tout, puisque comme j'ai dit, la technologie nous sauvera tous. Peut-être un sauvetage miraculeux dû à Elon Musk, pour ne citer que lui, l'avènement d'un mécanisme, attention je vous fais rêver, faisant miraculeusement baisser le niveau de l'eau. Qui sait, après tout? Le gouvernement français détiendrait peut-être la clé, puisque selon l'expression consacrée, impossible n'est pas français. Plus sérieusement, et je suis désolée de le dire, mais on tire sur une corde. Cette corde a 9 fils. 6 sont déjà lâchés, c'est irrémédiable. Inutile de vouloir tricoter les cordes manquantes, elles ne sont plus là. Croire que celles qui restent peuvent nous sauver est au mieux un optimisme naïf, au pire l'expression d'un déni mortifère. Il est trop tard. Autant tout couper. Passons enfin à la 6e et rentrons dans ce mur une bonne fois pour toutes. Moi, je pense qu'il est juste temps d'en finir. Je vous remercie. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, honorable représentant de la communauté internationale, je viens en ces lieux vous apporter le salut fraternel d'un pays de 274 000 km², où 7 millions d'enfants, de femmes et d'hommes refusent désormais de mourir d'ignorance, de faim et de soif,
tout en n'arrivant pas à vivre véritablement depuis un quart de siècle d'existence comme État souverain siégeant à l'ONU. Je viens vous parler au nom d'un peuple qui, sur la terre de ses ancêtres, a choisi dorénavant de s'affirmer et d'assumer son histoire, dans ses aspects positifs comme dans ses aspects négatifs, sans complexe aucun. Je n'ai pas ici la prétention d'énoncer des dogmes. Je ne suis ni un messie, ni un prophète, je ne détiens aucune vérité. Ma seule ambition est une double aspiration. Premièrement, pouvoir, en langage simple, c'est-à-dire celui de l'évidence, de la clarté. Parler au nom de mon peuple, le peuple du Burkina Faso. Deuxièmement, parvenir à exprimer aussi, à ma manière, la parole du grand peuple des déshérités, ceux qui appartiennent à ce monde qu'on a malicieusement appelé tiers-monde. Et dire, même si je n'arrive pas à les faire comprendre, les raisons que nous avons de nous révolter. Reconnaître donc notre présence au sein du tiers-monde, c'est affirmer que nous sentons sur notre joue tout coup donné à n'importe quel homme de ce monde. Nous avons jusqu'ici tendu l'autre joue. Les gifles ont été redoublées. Mais le cœur du méchant ne s'est pas attendri. Alors, nos yeux se sont ouverts à la lutte des classes. Il n'y aura plus de gifles. Du reste, tous les nouveaux maîtres à penser sortant de leur sommeil, réveillés par la montée vertigineuse de milliards d'hommes en haillons, effrayés par la menace que fait peser sur leur digestion cette multitude traquée par la faim, commencent à remodeler leur discours et dans une quête anxieuse recherchent une fois de plus en nos lieux et places des concepts miracles, de nouvelles formes de développement pour nos pays. Loin de moi l'idée de tourner en ridicule les efforts patients de ces intellectuels honnêtes qui, parce qu'ils ont des yeux pour voir, découvrent les terribles conséquences des ravages imposés par les dits spécialistes en développement dans le tiers-monde. La crainte qui m'habite, c'est de voir les résultats de tant d'énergie confisquée pour en faire la baguette destinée à nous renvoyer à un monde d'esclavage maquillé au goût de notre temps. Cette crainte se justifie d'autant plus que la petite bourgeoisie africaine diplômée, sinon celle du tiers-monde, soit par paresse intellectuelle, soit plus simplement parce qu'ayant goûté au mode de vie occidental, n'est pas prête à renoncer à ses privilèges. De ce fait, elle oublie que toute vraie lutte politique postule un débat théorique, rigoureux, et elle refuse l'effort de réflexion pour inventer des concepts nouveaux, à la hauteur du combat meurtrier qui nous attend. Consommatrice passive et lamentable, elle se regorge de vocables fétichisés par l'Occident, comme elle le fait de son whisky et de son champagne, dans ses salons à l'harmonie douteuse. Il est nécessaire, il est urgent que nos cadres et nos travailleurs de la plume apprennent qu'il n'y a pas d'écriture innocente. En ces temps de tempête, nous ne pouvons laisser à nos seuls ennemis d'hier et d'aujourd'hui le monopole de la pensée, de l'imagination et de la créativité. Il faut, avant qu'il ne soit trop tard, car il est déjà tard, que ces élites, ces hommes de l'Afrique, du tiers-monde, reviennent à eux-mêmes, c'est-à-dire à leur société, à la misère dont nous avons hérité, pour comprendre non seulement que la bataille pour une pensée au service des masses déshéritées n'est pas vaine, mais qu'ils ne peuvent devenir crédibles au plan international qu'en inventant réellement, c'est-à-dire en donnant de leur peuple une image fidèle. Nous jurons, nous proclamons que désormais, au Burkina Faso, plus rien ne se fera sans la participation des Burkinabés, rien qui n'ait été au préalable décidé par nous, élaboré par nous. Il n'y aura plus d'attentat à notre pudeur et à notre dignité. Fort de cette certitude, nous voudrions que notre parole s'élargisse à tous ceux qui souffrent dans leur chair, tous ceux qui sont bafoués dans leur dignité par une minorité d'hommes ou par un système qui les écrase. Permettez-vous qui m'écoutez que je le dise, je ne parle pas au nom seulement de mon Burkina Faso tant aimé, mais également au nom de tous ceux qui ont mal quelque part. Je parle au nom de ces milliers d'êtres qui sont dans les ghettos parce qu'ils ont la peau noire, ou
qu'ils sont de cultures différentes et qui bénéficient d'un statut à peine supérieur à celui d'un animal. Je souffre au nom des Indiens, massacrés, écrasés, humiliés et confinés depuis des siècles dans des réserves. Je m'exclame au nom des chômeurs d'un système structurellement injuste et conjoncturellement désaxé, réduit à ne percevoir de la vie que le reflet des plus nantis qui souffrent. Je parle au nom des femmes du monde entier qui subissent un système d'exploitation imposé par les mâles. En ce qui nous concerne, nous sommes prêts à accueillir toutes les suggestions du monde entier nous permettant de parvenir à l'épanouissement total de la femme burkinabé. En retour, nous donnons en partage à tous les pays l'expérience positive que nous entreprenons, avec des femmes désormais présentes à tous les échelons de l'appareil d'État et de la vie sociale au Burkina Faso. Des femmes qui luttent et qui proclament avec nous que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Et nous en appelons à toutes nos sœurs, de toutes les races, pour qu'elles montent à l'assaut pour la conquête de leurs droits. Je parle au nom de toutes les mères de nos pays démunis, qui voient mourir leurs enfants de paludisme et de diarrhée, ignorant qu'il existe, pour les sauver, des moyens simples que la science des multinationales ne leur offre pas, préférant investir dans les laboratoires de cosmétiques et de la chirurgie esthétique pour les caprices de quelques femmes ou d'hommes dont la coquetterie est menacée par les excès de calories de leur repas, trop riches et d'une régularité à vous donner. Non, plutôt à nous donner, nous autres, au Sahel, le vertige. Je parle au nom de tous les artistes, poètes, peintres, sculpteurs, musiciens, acteurs, hommes de bien, qui voient leur art se prostituer pour l'alchimie des prestidigitations du show business. Je parle au nom des sportifs du monde entier dont les muscles sont exploités par les systèmes politiques ou les négociants de l'esclavage moderne. Je proteste au nom des journalistes qui sont réduits, soit au silence, soit au mensonge, pour ne pas subir les dures lois du chômage. Je crie aussi au nom de l'enfant, cet enfant pauvre qui a faim et qui louche furtivement vers l'abondance, amoncelé dans une boutique pour riches. La boutique, protégée par une épaisse vitre, la vitre défendue par une grille infranchissable, et la grille gardée par un policier casqué, ganté et armé de matraque. Ce policier placé là par le père d'une autre enfant qui viendra te servir, parce que présentant toutes les garanties de représentativité et de normes capitalistes du système. Sur cette tribune, beaucoup m'ont précédé, d'autres viendront après moi, mais seuls quelques-uns feront la décision. Pourtant, nous sommes officiellement présentés comme égaux. Eh bien, je me fais le porte-voix de tous ceux qui cherchent, vainement, dans quel forum de ce monde ils peuvent se faire entendre. Oui, je veux parler au nom de tous les laissés pour compte, parce que je suis un homme, et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Monsieur le Président, j'ai parcouru des milliers de kilomètres. Je suis venu ici pour demander à chacun que nous puissions mettre ensemble nos efforts, pour que cesse la morgue des gens qui n'ont pas raison, et le triste spectacle des enfants mourant de faim, pour que disparaisse l'ignorance, pour que triomphe la rébellion légitime des peuples, pour que se taise le bruit des armes, et qu'enfin, avec une seule et même volonté, luttant pour notre survie, nous parvenions à chanter en chœur avec le grand poète Novalis. Bientôt, les astres reviendront visiter la terre, d'où ils se sont éloignés pendant nos temps obscurs. Le soleil déposera son spectre sévère, redeviendra étoile parmi les étoiles. Toutes les races du monde se rassembleront à nouveau. Alors les habitants du temps jadis reviendront vers la terre, les temps anciens se renouvelleront et l'histoire sera le rêve d'un présent à l'étendue infinie. La patrie ou la mort, nous vaincrons.
À bas la réaction internationale, à bas l'impérialisme, à bas le néocolonialisme, le fantocisme. Gloire éternelle aux peuples qui luttent pour leur liberté. Gloire éternelle aux peuples qui décident de s'assumer pour leur dignité. Victoire éternelle aux peuples d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie qui luttent. Je vous remercie. Est éminemment fragile et il est gravement menacé. Il est même déjà en train de s'écrouler. L'humanité est touchée de plein fouet par les ravages dont elle est pourtant la cause, anéantissant son environnement pour subvenir à son rythme de vie délirant. L'impossibilité d'une décroissance imposée n'est pas déraisonnable. Il n'est bien évidemment pas question d'instaurer une dictature verte. Au contraire, l'infime privation de liberté n'était pas justifiée par l'immensité de ses bienfaits. Notre quotidien est évidemment nervuré de privation de liberté. Pourquoi le plus essentiel, le plus vital, le plus irremplaçable échappe-t-il à une protection par la loi? Si nous ne réagissons pas, nous serons bientôt plus libres de sortir de chez nous en été. À car 50 degrés, le corps humain ne fonctionne plus. N'est-ce pas une privation plus dramatique que le petit effort qui permettrait aujourd'hui d'éviter nos actions les plus radicalement nocives? Nous n'avons d'autre choix que de considérablement réduire nos émanations de monoxyde de carbone. Nos biens sont protégés par la loi. Est-il acceptable que la vie ne le soit pas? Il ne s'agit que de décider si nous décidons de protéger des vies ou bien des biens, des espèces ou un système, un avenir ou un instant. Tout est là. Il est clair que dans un marché mondialisé, un pays qui prendrait la décision de freiner sa croissance se mettrait en difficulté par rapport à ses voisins. Il sera de la responsabilité des États de se mettre d'accord sur un infligissement mondial, collectif et raisonné. Est-ce absolument impossible? Je ne sais pas, mais c'est indispensable. On ne peut plus se permettre de ne pas faire ce pari. Nos représentants sont précisément là pour gérer ces difficultés autour de la table des négociations. S'ils s'en montrent incapables, ils n'ont aucune utilité fondamentale. Si nous décidons que c'est impossible, nous choisissons explicitement la mort. Le défi que nous avons à relever concerne aussi une mutation de nos valeurs. Se penser dans une continuité des autres vivants, dans une logique de coopération plutôt que de compétition, dans une éthique de connivence plutôt que de concurrence, exige une déconstruction profonde de certains fondamentaux de nos prismes sociaux. Peut-être que la mutation à mettre en œuvre pourrait paraître localement violente. Cette réserve doit être doublement nuancée. D'abord, parce que la violence n'est pas intrinsèquement mauvaise. Quand elle s'oppose à une oppression radicale, quand elle met fin à un génocide, elle est de fait justifiée. Ensuite, parce qu'il serait évidemment nécessaire de travailler à la construction du ressenti de la violence. Une vitre brisée peut sembler localement plus violente que des fraudes fiscales, des pollutions intenses ou des pressions extrêmes exercées à l'égard des salariés. À raison, tout repose sur un pari, celui de la primauté de la vie. On pourrait décider qu'il vaut mieux laisser le système se cracher et tout détruire sans état d'âme. Après tout, si un événement majeur n'avait pas frappé la Terre il y a de cela 65 millions d'années, nous ne serions pas là et les grands reptiles régneraient à notre place. Parfois, il y a des accidents bienvenus. Le problème de cette vision cynique du laisser-faire au massacre tient à ce qu'elle oublie que les espèces sont constituées d'individus.
l'extinction des espèces ne résultera que de la mort douloureuse d'un nombre incalculable d'individus. Ce ne sont pas alors des statistiques qui diminueront, mais des vivants qui expireront. La souffrance ne vaut-elle pas d'être prise en compte? Derrière la vie, il y a les vivants. Tout est là. Ce sont des idées qui vont devoir, par notre choix, tenter de survivre à l'effondrement que nous risquons de connaître de notre vivant. La tâche est immense et le temps presse. Si le génie humain existe, c'est ici et maintenant qu'il doit se manifester. Et un soir sombre et pluvieux. Il est 23h59. Tout est calme. Et dans un sous-sol secret, caché sous un vieux bâtiment poussiéreux, une bande de pseudo-scientifiques machiavéliques se réunit, loin des regards extérieurs. Au fond de la pièce, un grand écran affiche les courbes de l'évolution des températures mondiales. Et le leader, un homme avec des lunettes un peu trop grandes pour son visage, dit à la bande, d'un air solennel: mes amis, notre mission est simple. Nous allons faire croire au monde entier que le changement climatique n'existe pas. Et je vous rappelle que nous sommes payés par les industriels pétrogaziers, et nous devons défendre leurs intérêts à tout prix. Mesdames, Messieurs, cette histoire peut vous paraître très éloignée de la réalité, ou une fiction, voire un bon scénario pour Netflix. Mais tel n'est pas le cas. C'est un peu le comportement, en réalité, de certains climato-sceptiques, c'est-à-dire ceux qui nient l'existence du changement climatique, voire ceux qui prétendent prouver que le changement climatique n'existe pas. Avec les lobbies, bien sûr, des grosses entreprises fossiles, vous vous rendez compte? Ces gens sont payés, financés pour défendre des intérêts privés au détriment de l'intérêt général, au détriment de notre planète. Et ce virus du climato-scepticisme est présent partout, même dans les milieux politiques. Prenons l'exemple de Donald Trump. Quand Donald Trump ose demander $1 milliard à des entreprises pétro-gazières pour financer sa campagne, mais on ne s'étonne pas qu'il tient des discours climato-sceptiques. On ne s'étonne pas qu'il critique les normes environnementales. On ne s'étonne pas qu'il dit « It will start to cool ». Je n'ai pas un niveau C en anglais, mais ça veut dire qu'il va commencer à se refroidir. Mais je me demande, qu'est-ce qui va se refroidir? Est-ce son café qu'il a oublié de boire? Ou la planète? Je pense que c'est plutôt son café. Mesdames, Messieurs, certains de ces climato-sceptiques prétendent même nous convaincre que le changement climatique, même si ça existe, aurait des effets positifs, car c'est dans l'ordre naturel des choses. On pourrait croire qu'ils sont drôles, mais non. Mais non. Et quand on pense aux négationnistes de la soi, c'est-à-dire ceux qui ont refusé l'existence du génocide juif,
Et je vous rappelle que durant la Shoah, durant l'Holocauste, peu importe l'appellation, comme le démontre Martin Gray dans son livre Au nom de tous les miens, dans les hôpitaux, les SS, donc l'armée nazie, cognaient les têtes des nouveau-nés contre les murs. Ils ouvraient les ventres des femmes enceintes. Ils mettaient au feu les personnes malades. Et quel est le lien avec le réchauffement climatique? Quel est le lien avec le climato-scepticisme? Le lien est clair. Car de la même manière que des gens ont osé nier toutes ces atrocités commises durant la Seconde Guerre mondiale, des gens osent aujourd'hui nier le réchauffement climatique, alors qu'on voit tous les conséquences. 2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. Valence est tombée il y a quelques jours avec ses 210 morts. On voit les feux de forêt qui font rage dans tous les continents. En Asie, précisément en Inde, dans la ville de Mumbai, une ville de 12 millions d'habitants. À certaines périodes de l'année, des milliers de gens ont leurs pieds dans l'eau et vivent sous la crainte permanente de perdre leur maison. Comment peut-on être heureux en étant sous la menace perpétuelle d'une submersion marine? La réponse est évidente. Non. C'est impossible. Et pour aller encore plus loin, quelle est notre responsabilité dans tout ça? Ne sommes-nous pas, nous aussi, responsables de déni, de la même manière que les climato-sceptiques nient des faits qui sont réels? 97% de la communauté scientifique confirme les effets du changement climatique. Ça existe, on le voit. On n'en est plus au stade des prédictions. On en est au stade de la réalité. On le voit de nos propres yeux. Notre responsabilité, nous, c'est quoi? Très souvent, les choses se passent comme si nous ne nous sentions que partiellement concernés. Nous scrollons sur nos réseaux sociaux. Nous débattons sur la durée de vie d'un pain au chocolat. Alors que des peuples entiers meurent. Alors que les canicules sont de plus en plus fréquentes. Ne sommes-nous pas, nous aussi, coupables de déni? Pour en revenir aux climato-sceptiques, je tiens à rappeler une citation de Jean Covici qui disait que il suffit de 10 secondes pour dire une bêtise, mais de plusieurs minutes pour démontrer que ça, c'est une bêtise. Donc ne nous laissons pas divertir par ces théories inspirées par une boule de cristal. Car si nous nous laissons divertir, sachant que nous aussi, nous sommes coupables. Je vous remercie. Le monde. Vous êtes les prairies, les plages, les montagnes et les océans. Vous êtes l'air. Vous êtes la faune, de la coccinelle à la baleine. Vous êtes toutes les fleurs et tous les fruits. Vous êtes la multitude des parfums de la forêt et l'éclat des écailles de 10 000 milliards de poissons. Vous êtes beau, sous le ciel bleu. Et sous ce ciel bleu, tout sourire, vous êtes les arbres et vous brûlez. Et en brûlant, vous hurlez. Et vos cris de souffrance noircissent un instant le calme du ciel qui, dégoûté de vous, finit éventuellement par cracher une pluie bilieuse et retourne à son indifférence. Vous étiez les arbres, mais vos bras décharnés, carbonisés, n'ont maintenant plus rien de vivant.
Et peut-être êtes-vous triste d'avoir perdu vos si jolies feuilles, mais tout le monde s'en fout. De toute façon, vous étiez né pour qu'on vous coupe la tête et pour finir en étagère Ikea. Pour qu'on vous remplace par une nouvelle autoroute. Vous êtes les sols, et quand vous n'êtes pas gonflés d'inondations ou craquelés de sécheresse, on peut parfois avoir l'honneur de voir éclore à votre peau des cratères d'obus. Pour vos plus belles soirées, vous vous habillez d'éclats de bombes, de pigments d'hémoglobine et de calcium humain. Vous êtes le monde et vous êtes beau, mais terrifiant. Parfois, je me demande même si vous n'essayez pas de vous effondrer sur vous-même pour ressembler aux supernovas. Vous êtes la planète de prédilection des séismes, et je ne peux m'empêcher de m'interroger. Vos tremblements sont-ils, comme nous, l'expression de votre peur? Vos éruptions volcaniques poussent comme des pissenlits, et leurs cendres s'envolent dans les airs comme des messages de souffrance et de colère. Et cette haine que vous ne dissimulez pas, qui s'exprime par vos orages et vos tornades, contre qui la dirigez-vous? Contre nous? Contre notre empreinte, assénée toujours plus brutalement sur la chair de la terre? Notre sceau de désastre et d'humiliation que l'on appose sans s'excuser? Et ces dirigeants qui prennent de grosses bouchées d'un monde qui leur est servi sur un plateau d'argent? Tout semble s'effondrer autour de vous, de nous. Peut-être même qu'on est déjà pris au piège d'une embarcation percée. Et l'eau monte, sans qu'on ne puisse rien faire, et surtout pas sangloter au risque de se noyer plus vite. Et pourtant, malgré nos incompétences et notre ambivalence, dans mon monde, jour après jour, il y a de l'espoir sous forme humaine. Il y a des êtres tout petits, peut-être si petits qu'ils seront oubliés dans la seconde, qui mettent leur vie et leurs idéaux au service d'un lendemain plus vivant, plus rose, plus vert. Des individus qui suent, haut et sang, pour sauver ne serait-ce qu'un brin d'herbe, qu'une fleur, qu'un être, qu'il soit oiseau ou poisson. Des peuples entiers vivent entrelacés à la nature, leur cœur battant au rythme des saisons, leurs atomes venant et retournant à la terre, et leur spiritualité embrassant les bourgeons et leurs fruits. Et j'aimerais bien croire que leur âme, enchâssée aux arbres, les protège rien qu'un peu, qu'une seconde, du feu du monde. Tandis que le serpent de l'hyper-industrialisation, de l'accélérationnisme et de la super-intelligence se mange la queue jusqu'aux dents, dans un coin du monde, un homme regarde une feuille. Des feuilles, juste des feuilles, rouges et brunes. Il est heureux seulement de les voir tomber. Il ne fait rien. Il n'épuise pas le monde. Il n'est pas happé par le gouffre de la productivité. Il ne fait rien et pourtant il est un peu d'espoir. Un arrêt, une pause et surtout une symbiose. Le regard et la feuille. Et peut-être qu'il est si calme parce qu'il sait déjà. Il se doute que la planète peut et va se sauver. Mais toute seule, sans nous. La Terre ne court pas à sa perte, mais nos civilisations, oui. Les machines vont se dévorer les unes les autres en prenant exemple sur leurs créateurs trop ambitieux et requins du capitalisme. Nos sociétés de la surconsommation sont d'immenses paquebots de croisière, toutes pimpantes de leurs néons de couleurs et leurs bruits en surbrillance.
qui naviguent un océan pas si pacifique. Et quand ils vont sombrer, ce sera un grand bol d'air frais pour une nature qui reprendra ses droits. Alors, il ne restera de nous que des vestiges de métal aux enseignes éteintes et les traces de nos grands pas sur le sol piétiné. Enfin, peut-être pas que ça. Peut-être un jour qu'un homme aura appris un chant à un oiseau et que des siècles après notre disparition, l'oiseau sifflera toujours la même mélodie. Une pierre sera toujours gravée de symboles religieux au fond d'une forêt, où nos chemins seront depuis longtemps recouverts. Et je me plais à croire que peut-être quelque part, un livre en décomposition soupirera ses derniers poèmes dans une langue que plus personne ne pourra lire. Et comme ça, nous ne mourrons jamais vraiment tout à fait. Sujet très original. Notre monde est foutu. Je sais. Je casse l'ambiance, mais c'est nécessaire. Oui, ce soir je serai votre écologiste extrémiste, votre casse-pied de service, appelez-moi comme vous voulez, mais je vous dirai tout ce que vous refusez d'entendre. Pourtant, ça ne changera rien. C'est vrai. On est condamné, condescendant et surtout complètement con quand il s'agit d'écologie. Oui, nous sommes le cancer de la Terre. Et le constat est macabre. Elle est déjà là, la phase terminale. Mais bon, on a été sympa avec elle, on lui a même offert la chimio en lui rasant les arbres. Nous avons brûlé les forêts, incendié notre propre foyer. Oui, nous avons réussi à mettre en miettes notre propre maison. On a accepté de détruire un à un les murs qui lui permettaient de tenir debout. Pour commencer, le premier mur, celui de la raison. C'est le moment où on a décidé d'arrêter de réfléchir. On a lancé la machine à billets, les euros pleuvent, certes, mais dans certains pays, ils n'ont pas vu la pluie depuis des années. Oui, je crois qu'aujourd'hui, l'économie a gagné sur l'écologie. Pourtant, nous avions été prévenus. Merci Paul Watson, merci Greta Thunberg, mais on fera sans vous, cette fois-ci. Désolé. Nous avons préféré écouter nos politiques, chouchous et actionnaires des grandes entreprises. Oui, je crois bien que nous avons perdu la raison aujourd'hui. Mais tout va bien. Vous savez ce qu'on dit, l'amour a ses raisons que la raison ignore. Pourtant là aussi, on a merdé. Le deuxième mur, c'était lui. Le mur de l'amour. C'est le moment où on a arrêté de semer des graines. Le moment où le mot s'aimer s'égrène. À force de trop vouloir montrer notre amour, on a juste semé la haine. Oui. Les hommes et les nations se déchirent. La couche d'ozone aussi. Pendant ce temps, nous continuons de faire le pire sans trembler. Pourtant, le monde aussi. De gauche à droite, certes. Un peu comme nous, entre l'amour et la haine. Il n'y a qu'un pas entre les deux. Vous savez ce qu'on dit? Ce sont les deux faces d'une même pièce. Mais on dit aussi que lorsqu'on aime, on ne compte pas. Alors, peut-être qu'on a un peu trop aimé notre belle planète. On a arrêté de compter. Arrêté de compter les espèces en voie de disparition. Arrêté de compter les forêts brûlées, les vols en avion. À vouloir trop visiter notre belle dulcinée, sans la protéger, on lui a donné la pire des MST.
la pollution. Heureusement, le troisième mur, celui de l'espoir, a survécu. Mais on l'a transformé en mur de la honte. Oui, il a tenu debout, mais à quel prix? Faire la morale sur l'environnement, c'est devenir le casse-pied du groupe, le rabat-joie des repas de famille, le reclus de la société. Dans un monde où lutter pour le climat n'est plus une norme, mais une action démodée. Aujourd'hui, l'espoir d'améliorer les choses est vu comme de la naïveté. Naïveté de croire qu'on peut stopper le changement climatique, ou d'y croire, tout simplement. Oui, aujourd'hui, certains préfèrent se mentir à eux-mêmes. Et c'est ça qui nous a conduit droit dans le mur. Merci Sarah. Le quatrième mur, pour être précis. Celui de l'honnêteté. C'est celui où j'arrête de vous raconter des conneries. Je passerai peut-être pour un cœur d'artichaut en disant ça, mais c'est terminé. Le mensonge est partout. Le cataclysme arrive, mais on se rassure en éteignant la lumière. Moi-même, l'honnêteté, je l'ai perdue depuis bien longtemps. C'est peut-être moi le pire de tous ici. On ne change pas le monde avec de beaux discours. Pourtant, c'est ce que je suis en train de faire. C'est vrai. Moi, petit étudiant en économie, privilégié, tout juste bon à écrire des textes avec des leçons de morale à la con, c'est peut-être moi le plus condescendant ici. J'ai jamais rien fait pour sauver la planète. Habillé de vêtements pas chers et trop petits pour moi, venant de l'autre bout du monde, partant en vacances chaque année en prenant la viande et tournant le regard sur ce qui se passe dans le monde, me moquant des écologistes qui jettent de la soupe sur les œuvres d'art dans les musées. En fait, c'est moi. C'est moi le pire de tous. Mon discours, c'est l'image même de la malhonnêteté. Ce quatrième mur, c'est peut-être moi qui l'ai brisé. Alors, peut-être devrais-je m'inspirer des écologistes et détruire l'art? À quoi bon avoir de l'art dans un monde qui part en fumée? Me voilà sans texte. En pleine improvisation. Et après avoir brisé tous ces murs, une question me vient. Messieurs, dames, qu'est-ce qu'il nous reste? Là où l'amour est tombé, l'honnêteté est tombée, la raison. Et maintenant l'espoir. Que nous reste-t-il? D'habitude, j'aime finir mes discours sur une note positive. Mais comment être optimiste lorsqu'on sait que la première nation mondiale vient d'élire un climato-sceptique pour les 4 prochaines années? Oui. Je crois bien que c'est le début de la fin. Alors, je finirai par mon début. Notre monde est foutu. Je sais, j'ai cassé l'ambiance, mais c'était nécessaire. Merci. À la marge. Elles ne sont ni des priorités, ni des visages que l'on pleure sur les écrans. Pourtant, elles sont la colonne vertébrale de leur communauté. Elles sont des mères, sœurs, filles et gardiennes de traditions ancestrales. Mais dans cette société, leur identité devient leur condamnation. Être une femme autochtone, c'est risquer d'être invisibilisée. C'est être confronté à un système judiciaire qui vous abandonne, à des forces de l'ordre qui ne vous croient pas, et à une société qui vous nie. Margarita, Nicole, Rebecca, 3 noms, 3 vies, 3 femmes qui auraient dû être protégées, respectées, mais elles ne l'ont pas été, parce qu'elles sont femmes, parce qu'elles sont autochtones. Si la vie est considérée comme le premier des droits de l'homme, au Mexique, au Canada, en Inde et dans tant d'autres peuples autochtones, elle ne tient qu'à un fil. Les femmes survivent mais ne vivent pas. Être une femme, c'est déjà un combat, mais être une femme autochtone, c'est porter un double fardeau. C'est affronter des discriminations croisées, à la fois sexistes et racistes. C'est vivre dans un monde où la violence semble être une fatalité imposée.
et où la société détourne les yeux. Dans les communautés autochtones, les violences sexuelles ne sont pas seulement une tragédie individuelle, elles sont une calamité collective. Statistique après statistique, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ces femmes sont 2 fois, parfois 3 fois plus susceptibles d'être victimes de violences sexuelles. Mais derrière chaque chiffre, il y a une vie brisée. Et que fait-on face à cela? Trop souvent, les bourreaux ne sont pas étrangers. Ce sont des proches, des voisins, parfois même ceux qui devraient protéger. Des chefs autochtones, des figures d'autorité qui abusent de leur pouvoir pour violer, pour abuser, pour soumettre ces femmes au silence. Et lorsque ces femmes trouvent le courage, enfin, d'aller parler, elles se heurtent à un nouveau mur, celui de l'indifférence des forces de l'ordre. Des policiers qui minimisent, qui ignorent, qui refusent d'enregistrer une plainte. Et messieurs, dames, je vais vous poser la question, comment reconstruire sa vie quand même la justice refuse de vous tendre la main? Aujourd'hui, je ne suis pas là pour raconter une histoire tragique, je suis là pour dénoncer, pour m'indigner et pour être la voix de ces femmes qui n'ont jamais été entendues. Je suis ici comme la défendresse de toutes celles qu'on a réduites au silence et celles qui n'ont jamais obtenu justice. Margarita, Nicole, Rebecca, 3 noms, mais combien d'autres restent anonymes? Combien de femmes autochtones souffrent-elles encore en silence? Trop, bien trop, beaucoup trop. Ce n'est pas seulement un combat pour elles, c'est un combat pour nous tous. Parce que tant qu'une seule femme, qu'elle soit autochtone ou non, est réduite au silence, c'est toute notre humanité qui est fragilisée. Comment prétendre que nous vivons dans une société juste et équitable lorsque la moitié de l'humanité continue d'être violentée, méprisée, oubliée? Les droits des femmes ne sont pas une faveur accordée, ce sont des droits fondamentaux. Et pourtant, ces droits sont constamment bafoués, négligés, remis en question. Les violences sexuelles, en particulier, sont l'expression la plus brutale de cette injustice. Elles ne sont pas seulement des agressions physiques, elles sont une atteinte à la dignité, une tentative de briser une personne, de lui voler son pouvoir, sa liberté, son essence même. Chaque femme qui subit cette violence est réduite au silence par la peur, par la honte, par une société qui, bien trop souvent, décide de blâmer la victime plutôt que de punir le coupable. Ces violences ne connaissent ni frontières, ni culture, ni statut. Elles touchent les femmes dans toutes les sphères de la société, mais pour les femmes autochtones, elles sont encore amplifiées. Protéger les droits des femmes, c'est protéger la liberté, c'est protéger l'espoir d'un monde où aucune femme ne devra plus craindre pour sa fille, sa sécurité ou sa dignité. C'est dire haut et fort, messieurs, dames, que nous n'acceptons pas la violence comme une fatalité. Alors, ne détournons plus le regard, écoutons-les, soutenons-les et exigeons que justice soit faite. Pour Margarita, pour Nicole, pour Rebecca et pour toutes les autres. Merci. Voilà, on remercie chaleureusement nos orateurs qui ont été talentueux, qui ont été fougueux et qui n'ont pas eu peur de dire ce qu'ils avaient à dire, qui ont été courageux. Et je vous remercie, vous, cher public, d'avoir été là et d'avoir été à l'écoute de tout ce qui a pu être dit aujourd'hui. On va rapidement procéder à une présentation des associations. La Maison des territoires du monde et de la solidarité internationale a été créée en 1988 et depuis 34 ans, chaque année, nous organisons la quinzaine des solidarités internationales en partenariat avec le Festival des solidarités qui, lui, se déroule sur le plan national et même à l'international. Cette année, pendant 15 jours, nous avons choisi comme thème « Environnement et droits des peuples ». Cette soirée est la deuxième. Voilà, demain, on aura la chance d'avoir des Maliens Touaregs qui ont pu avoir un visa et qui de plus sont musiciens. Pendant cette quinzaine, on espère avoir plein de messages qui puissent porter leurs fruits surtout. Un message d'espoir, parce que je pense qu'on ne peut pas tellement vivre sans espoir. Parce que là, on en a eu des grands discours. Mais en fait,
La solidarité, c'est pas forcément de grandes choses, c'est des fois les petits gestes qu'on fait au coin de la rue, c'est des fois le sourire, c'est des fois, admettons, comment on fait deux associations en faisant un puzzle sans frontières avec des enfants d'Haïti, du Niger, et ce puzzle a été terminé au Polygone mercredi, et c'était un fil, en fait, au-delà des mers, avec un beau message. Aussi, on fait un concours de photos internationales où des personnes de pays, des petites gens, ceux qui sont, disons, soutenus par nos associations. Et puis aussi, si vous avez l'envie de vous engager, toutes nos associations, les 32 qui composent la Maison des Territoires du Monde et de la Solidarité Internationale, on a toujours besoin de bénévoles, que ce soit pour une semaine, pour un mois, ou au plus long cours, aussi pour apporter des témoignages, et tout le monde a ses choses à dire, et surtout ses choses à faire. Merci à vous de toute façon. Moi, je représente ce soir l'association Lueur. On est une association étudiante au sein de la faculté de droit de Montpellier. En fait, on fait de la sensibilisation et de la prévention sur les violences sexuelles. Par exemple, on fait des interventions dans les classes de lycée où on va faire des sessions de 1 heure assez ludiques, où on va parler de ces sujets-là. Voilà, donc on parle du consentement, des relations toxiques, etc. Et on fait beaucoup aussi de sensibilisation sur les réseaux sociaux. On parle de sujets actuels. Par exemple, la semaine dernière, on a parlé d'un livre sur une sportive qui s'est fait abuser pendant toute sa jeunesse par son coach. Donc voilà, on essaye vraiment de sensibiliser, de prévenir et aussi d'enlever un peu les tabous qu'il y a sur les violences sexuelles, parce que c'est important d'en parler. Et aussi, on est une association d'écoute. Notre Instagram est ouvert à tout le monde. Il y a souvent des personnes qui nous envoient des messages. Et aussi, cette année, on va essayer de faire des sessions d'écoute au sein de la faculté de droit de Montpellier pour que les personnes qui veulent discuter avec nous de ce qu'ils ont pu vivre viennent discuter avec nous. Et on reste une association neutre et mixte. Donc, on écoute les femmes comme les hommes. Et voilà. Merci. Eloquentia, c'est un réseau d'associations. On a différentes antennes un peu partout, voilà, en France et dans le monde entier. Et c'est une asso de prise de parole en public. Voilà. On a des antennes à l'international, comme je l'ai dit, par exemple au Madagascar, on en a à Montréal, on en a au Bénin, au Sénégal, un peu partout. Et bien entendu dans différentes villes de France. Voilà. Et du coup, Eloquentia Montpellier, c'est l'antenne Montpellier, voilà, Montpellier-Rennes d'Eloquentia. Et chaque année, on organise des masterclass et des ateliers autour de la prise de parole en public, voilà, autour de différentes thématiques, plus précisément, par exemple, la voix, la gestion des émotions, la présence scénique et tout ce qui va dans ce sens. On a aussi le Summer Camp, c'est réservé, par rapport au concours qu'on organise, c'est réservé aux lauréats des différentes antennes Eloquentia. Alors, ceux qui ont été lauréats aux différents concours d'Eloquentia. Et on les regroupe dans un endroit et c'est là que se déroule la finale internationale. Par exemple, on a Alan qui est le vice-président de notre asso et qui a été lauréat l'année dernière, voilà, Alan Hispani, qui a d'ailleurs fait une très belle prestation tout à l'heure. Voilà, je pense avoir fait le tour et voilà, je vous remercie. Je vais vous présenter les tribuns en 2 mots. Alors nous, on organise des ateliers et des événements comme celui-ci autour de la prise de parole en public, de l'art oratoire, et des ateliers qui vont se passer plutôt au second semestre. Donc on vous invite à suivre notre page Instagram, pas LinkedIn parce qu'on n'est pas encore à la page, mais on arrive. Et donc voilà, pour venir à ces ateliers qui seront sur différents thèmes. Généralement, le siège, il est à la faculté de droit de Montpellier.
Voilà, donc c'est tout pour nous. Je vous remercie d'avoir été aussi attentifs auprès de nos orateurs et je vous remercie pour cette belle soirée.